Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Ainsi que nous l'avons vu, il y a une grande diversité dans l'organisation des systèmes de soins et cette deuxième partie du cours sera concentrée sur le système de soins français et ses particularités. Le système de soins français tire ses particularités, bien sûr de son histoire, comme tous les systèmes de santé, avec deux événements majeurs qui servent de repère, si vous voulez. En 1945, la création de la sécurité sociale par le gouvernement de la Libération, après la Deuxième Guerre mondiale. En créant cette sécurité sociale, ça a mis en place l'assurance maladie et à travers l'assurance maladie, un certain nombre de relations entre l'offre de soins et la demande de soins. Et puis, une grande date aussi fut en 1958, donc à la naissance de la Ve République, la structuration des hôpitaux publics dans leur forme actuelle. Le système français peut être qualifié de mixte, c'est-à-dire qu'il est à la fois socialisé et planifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est socialisé parce qu'il est bâti sur un système de protection sociale reposant sur la sécurité sociale et que le financement est fait non pas par l'impôt, mais par des cotisations obligatoires prélevées par la sécurité sociale sur les revenus du salaire essentiellement, prélevées sur les individus et sur les entreprises, et que ce système est géré par les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats représentant les travailleurs salariés et le patronat. Mais il a une forte connotation planifiée dans la mesure où l'État joue son rôle de régulateur de plus en plus présent. Il est de plus en plus présent, la régulation par l'État est de plus en plus forte. Et on peut dire que du rôle d'arbitre qu'il avait auprès de la sécurité sociale, il est devenu pratiquement le décideur. Enfin, une caractéristique très importante, c'est que l'offre de soins en France est mixte avec une juxtaposition à tous les niveaux d'une offre publique et d'une offre privée. Comme on va le voir sur ce schéma, donc, que ce soit au niveau des médecins généralistes, alors pas trop, des médecins spécialistes, des pharmacies et des hôpitaux, il existe une proportion, alors variable pour chaque segment, mais une proportion d'offres publiques et d'offres privées. La population a le libre choix du professionnel de santé, du producteur de soins, donc peut accéder directement aux spécialistes, aux hôpitaux, à la dispensation de médicaments, aux médecins généralistes en ayant le libre choix du médecin, et on reste sur un système de paiement direct. Donc l'usager va proposer sa demande de soins à un professionnel de santé et va le payer directement. Le financement est réalisé par l'assurance maladie qui prélève les cotisations et la contribution sociale généralisée auprès des entreprises et auprès des individus et va rembourser les soins
qui ont été payés directement par la population et rémunérer le reste, c'est-à-dire rémunérer les médecins des hôpitaux, pratiquer le tiers payant, c'est-à-dire le paiement direct de certains soins et attribuer le budget des établissements de santé. L'État est chargé de la planification des soins, mais aussi de la politique budgétaire. C'est-à-dire que, en fait, l'assurance maladie est sous contrôle de l'État qui fixe les objectifs annuels de dépenses de santé qui sont votés chaque année par le Parlement et qui constituent l'ONDAM, c'est-à-dire l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie. L'État planifie l'offre de soins par un mécanisme des autorisations, c'est-à-dire que pour toute activité, toute installation, toute ouverture de lit, toute nouvelle offre de soins, il y a intervention de l'État au niveau de l'autorisation d'installation. Les structures de régulation. Donc on vient de voir, l'État est chargé de la planification de l'offre de soins. L'État, c'est d'abord le ministère de la Santé, qui définit la politique sanitaire de la nation et qui va agir en particulier par la démographie des professionnels de santé. C'est l'État, c'est le ministère de la Santé qui décide du nombre de postes ouverts dans les différentes filières de formation des professionnels de santé. C'est donc le ministère qui décide combien de postes sont ouverts au numerus clausus à l'entrée des études médicales, combien de postes de spécialistes sont ouverts en formation du 3e cycle, combien d'infirmières vont pouvoir être formées dans les écoles paramédicales, et c'est ainsi pour toutes les filières de formation des professionnels de santé. L'État joue un rôle majeur par la réglementation. Donc le ministère de la Santé ajuste la loi et les décrets à travers le Code de la santé publique et le Code de l'assurance maladie, et il définit par le détail le fonctionnement du système de soins. Et, comme on l'a vu précédemment, il définit l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie, c'est-à-dire l'enveloppe qui va couvrir la part publique des dépenses de santé. Et cette enveloppe est soumise au Parlement qui vote chaque année une loi de financement de l'assurance maladie. L'État est représenté dans les régions par les agences régionales de santé, structures qui regroupent les DRAS, Directions régionales d'action sanitaire et sociale, et les URCAM, Union régionale des caisses d'assurance maladie. Cette structure, Agence régionale de santé, est chargée de l'organisation territoriale de l'offre de soins, c'est-à-dire de répartir l'offre de soins pour répondre aux besoins de la population sur le territoire de santé. Donc, l'Agence régionale de santé est chargée d'autoriser les implantations d'établissements, des lits, d'hospitalisation, des équipements, en particulier les équipements lourds comme les gros appareils d'imagerie ou de radiothérapie, et ces autorisations d'activité et d'équipement s'inscrivent dans des schémas régionaux d'organisation sanitaire, ou SROS. La troisième fonction importante des agences régionales de santé est de définir les budgets des hôpitaux en utilisant les statistiques d'activité des hôpitaux, car les hôpitaux aujourd'hui ont la plus grande partie de leur budget calculé en fonction de leur activité. Enfin, dans chaque département, il existe une direction départementale de l'action sanitaire et sociale
qui est chargé surtout de missions d'inspection et de contrôle, d'aller vérifier sur le terrain que les choses fonctionnent, en particulier dans les établissements de santé, mais qui ont aussi des missions de surveillance épidémiologique et d'intervention de santé publique. Le deuxième volet des structures de régulation sont d'abord la structure de financement qui est l'assurance maladie, organisée en caisses nationales. Et les caisses nationales d'assurance maladie sont chargées d'élaborer les conventions avec les médecins et les professionnels de santé d'exercice libéral, c'est-à-dire de statuer sur les liens de services et de rémunération, en particulier les fameux tarifs et nomenclatures des actes médicaux, et les conditions de remboursement ou de participation au paiement des actes par l'assurance maladie, etc., etc. Donc, les caisses nationales interviennent sur les règles, surtout qui régissent l'exercice libéral des professionnels de santé. Mais bien sûr, les caisses nationales vont abonder les budgets des hôpitaux puisque, in fine, même si ces budgets sont déterminés par l'État, ils sont financés par les cotisations sociales, donc par les caisses d'assurance maladie. Les caisses nationales sont représentées dans chaque région par les caisses régionales, donc caisses régionales d'assurance maladie, placées pour ce qui concerne les hôpitaux sous la tutelle des agences régionales d'hospitalisation, et donc participant à l'élaboration des schémas régionaux d'organisation sanitaire et au financement des hôpitaux. Enfin, l'assurance maladie est représentée au niveau du territoire, proche de la population, dans chaque département, par des caisses primaires d'assurance maladie qui sont chargées des relations avec les usagers et du suivi cas par cas des assurés sociaux. Il faut citer aussi, parce que participant à la régulation du système, il faut citer des structures publiques nationales qui interviennent dans certains aspects de l'offre de soins. Par exemple, la Haute Autorité de Santé, HAS, qui est un établissement public national chargé de veiller à la qualité des soins dans les hôpitaux et en médecine ambulatoire et à développer l'évaluation de la qualité et l'évaluation des pratiques professionnelles. Il faut citer aussi l'AFSAPS, Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé, qui est chargée de vérifier que les médicaments, les dispositifs médicaux aient des caractéristiques suffisantes de sécurité. L'Institut de veille sanitaire, qui est un instrument de surveillance épidémiologique des problèmes de santé dans la population. Et enfin, l'Institut national de la recherche médicale, qui est chargé de développer et d'organiser la recherche médicale en France. Voyons maintenant l'offre de soins, en commençant par l'offre de soins hospitaliers, c'est-à-dire l'offre de soins avec séjour. Il y a en France 3500 établissements de santé environ, et qui offrent à peu près 500 000 lits d'hospitalisation. Ces établissements peuvent être classés
selon différents statuts, dont le plus important est le service public hospitalier qui représente 70% de la capacité d'hospitalisation en France. On trouve dans ce service public hospitalier des centres hospitaliers universitaires, généralement ce sont des centres de recours, des très gros hôpitaux. Il y en a un ou deux par région. Les centres hospitaliers généraux, qui sont des hôpitaux, là aussi, qui sont des hôpitaux de taille intermédiaire qu'on trouve au niveau départemental. Les centres hospitaliers spécialisés, qui sont les hôpitaux psychiatriques, des hôpitaux locaux ou hôpitaux de proximité, et les hôpitaux militaires qui dépendent du service de santé des armées. Dans le service public hospitalier, les médecins sont salariés et ont un statut de praticien hospitalier. À côté de ce service public hospitalier, il y a les établissements privés participant au service public hospitalier, qui sont des établissements privés dits non lucratifs, c'est-à-dire qu'ils ne génèrent pas de bénéfices, ils ne rémunèrent pas un capital. Ces établissements semi-privés, finalement, représentent à peu près 10% de la capacité hospitalière et sont représentés par les cliniques mutualistes et les centres anticancéreux. Dans ces hôpitaux, les médecins sont aussi salariés. Et enfin, les établissements privés au sens strict, à but lucratif, c'est-à-dire rémunérant un capital, représentent 20% de la capacité hospitalière en France et les médecins qui y exercent conservent un mode d'exercice libéral, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas salariés des établissements, mais rémunérés en fonction des actes qu'ils y réalisent. L'offre de soins hospitaliers peut aussi être décrite selon le type d'activité des services d'hospitalisation. Et qu'on classe en services ou unités de soins aigus, MCO voulant dire médecine, chirurgie, obstétrique, qui représente 241 000 lits en France et 50% de la capacité hospitalière. Donc un lit sur deux en France est un lit de soins aigus. Les soins spécialisés de psychiatrie, donc les hôpitaux spécialisés, représentent 14% de la capacité hospitalière. Les soins de suite de réadaptation, qui sont donc des lieux de convalescence et de rééducation après généralement des soins aigus, représentent 19% de la capacité hospitalière, et les soins de longue durée, SLD, représentent 17% de la capacité. Les soins de longue durée, c'est des hébergements de personnes en situation de dépendance sanitaire, c'est-à-dire des personnes âgées en perte complète d'autonomie ou de grands handicapés. Ces personnes sont généralement hospitalisées définitivement, entre guillemets. Dernier mode de description de l'offre de soins hospitaliers, c'est selon les modalités d'hébergement. On différencie l'hospitalisation complète, qui représente 90% des capacités hospitalières, donc la grande masse, qui est définie par le fait que le patient fait à l'hôpital un séjour continu, il est soigné jour et nuit et il dort et mange à l'hôpital. Mais on développe de plus en plus des alternatives à l'hospitalisation complète, plus adaptées et plus souples et
qui permettent de réaliser dans des temps courts certains soins, l'hospitalisation de jour, qui permet sur une journée de délivrer un certain type de soins, de thérapeutique ou de procédures diagnostiques. Le patient, dans ce cas-là, ne dort pas à l'hôpital. Il rentre le matin, il sort après ses séquences de soins. On a aussi la possibilité d'avoir des hospitalisations de nuit pour des soins très particuliers, où le patient vient dormir à l'hôpital pour recevoir certains types de traitements, et il repart le matin pour mener une vie active. On développe aussi la chirurgie ambulatoire, qu'on appelle au Canada chirurgie d'un jour, et qui veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on va, dans la même journée, accueillir le patient, il va avoir une intervention chirurgicale, on va veiller à son réveil, et il va pouvoir rentrer chez lui le jour même. Enfin, l'hôpital peut se déplacer à domicile, c'est l'hospitalisation à domicile qui tend à se développer aussi. Le plus souvent après une hospitalisation en soins aigus, où le patient va être visité quotidiennement par un service mobile qui vient de l'hôpital pour poursuivre à son domicile certains soins et certains types de surveillance. Voyons maintenant l'offre de soins ambulatoires, c'est-à-dire, je vous rappelle la définition, des soins sans hospitalisation. Il y a essentiellement les soins ambulatoires communautaires, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler les soins de ville, qui sont délivrés par des professionnels de santé qui sont en grande majorité à exercice libéral. Ces soins ambulatoires de ville sont délivrés par des médecins généralistes ou des médecins spécialistes, et un peu plus de la moitié du corps médical est dans cette position de soignants délivrant des soins ambulatoires communautaires. C'est aussi le cas de chirurgiens dentistes, d'infirmières, de kinésithérapeutes, etc. Tous les professionnels de santé ont une partie d'activité d'exercice libéral. Dans ce mode d'exercice en France, le professionnel est rémunéré à l'acte selon un système de paiement direct. Le patient paye directement la prestation qu'il vient d'avoir selon la nomenclature des actes. Pour mémoire, on est en train de mettre en place un dispositif dit du tiers payant qui fait que grâce au système informatique qui relie les professionnels de santé et l'assurance maladie, il est possible que le patient ne fasse pas l'avance de ses soins. Au lieu de payer et d'être remboursé, la part des soins qui est prise en charge par l'assurance maladie est directement payée par l'assurance maladie au médecin. Et le patient n'a pas à faire l'avance des frais. Pour mémoire, parce que ça représente une toute petite proportion de professionnels de santé, il existe dans des grandes villes des centres de santé où les professionnels, médecins, infirmières, etc., sont rémunérés au salaire, donc ce sont des salariés des centres. C'est le centre qui perçoit les actes selon la nomenclature de l'assurance maladie et qui reçoit très souvent des subventions des collectivités territoriales et en particulier des municipalités. C'est un phénomène qui existe mais qui est pratiquement marginal puisqu'il y a moins de 1% des médecins qui exercent dans ce type de structure. Pour mémoire aussi, il faut signaler que les hôpitaux
ont une offre de soins ambulatoire, c'est-à-dire ont une offre de soins sans hospitalisation, par les activités de consultation et de soins externes des différents services de l'hôpital, et aussi par les activités des services et unités d'urgence, dont pratiquement la moitié de l'activité se résume à des consultations d'urgence et des soins externes. Le troisième type d'offre de soins, qui est la médecine préventive, repose sur des structures dont l'objectif ou la mission est la protection de la santé de certaines populations. On a par exemple la protection maternelle et infantile, les services de protection maternelle et infantile, qui dépendent du conseil général, donc dans chaque département, et qui sont chargés du conseil prénatal, donc du suivi des grossesses, du suivi des enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc c'est un service gratuit qui permet de donner des conseils et de veiller à ce que les grossesses et la santé des jeunes enfants soient bien pris en charge. La médecine scolaire et universitaire, qui dépend de l'éducation nationale, est un service chargé de la surveillance sanitaire des populations scolarisées et de dépister des problèmes de santé dans ces populations. Donc le médecin scolaire ne peut pas traiter ou prendre en charge un problème de santé. Son rôle, c'est du dépistage et de problèmes de santé qui seront alors signalés pour être pris en charge par l'offre de soins ordinaire. Dans le monde du travail, la médecine du travail a une énorme importance. Elle dépend des entreprises et c'est un service obligatoire des entreprises. Un employeur est tenu par la loi de faire suivre ses employés par un médecin du travail. Et ce médecin agit sur 2 grosses composantes. La première, c'est de vérifier l'aptitude au travail, c'est-à-dire de vérifier que l'individu est apte physiquement au travail qu'on lui confie. Et il est, deuxième grosse mission du médecin du travail, il est chargé de surveiller et de prévenir les risques professionnels, accidents de travail, maladies professionnelles. Si on regarde un peu les effectifs, la démographie des professionnels de santé, globalement, il y a en France un peu plus de 200 000 médecins, dont 58% sont des médecins à exercice libéral et 41% à exercice salarié. Près de la moitié de ces médecins sont des médecins généralistes, donc un peu plus de 100 000. Et là, il y en a une majorité qui travaille en secteur libéral. Les médecins spécialistes sont à peine un peu plus nombreux et se partagent à 50% entre le secteur libéral et l'exercice salarié. Vous avez ici la distribution des médecins spécialistes par grands groupes de spécialités. La plus grosse proportion sont les spécialités médicales, cardiologie, pneumologie, dermatologie, etc., etc. Ensuite, vous avez à peu près 12% de médecins qui sont chirurgiens. Vous avez une petite proportion de médecins qui font de la biologie médicale, donc ce sont les laboratoires d'analyse médicale. 6%, 6,6% de psychiatres
et 3%, presque 3% de médecins du travail et pas tout à fait 1% de médecins de santé publique. Les autres professionnels de santé peuvent être décrits en deux catégories. Les professions médicales, c'est-à-dire assimilées à des médecins. Ce sont les pharmaciens, les chirurgiens dentistes et les sages-femmes. Donc, vous avez ici les effectifs. On remarque que les pharmaciens travaillent aussi bien en libéral qu'en exercice salarié, 50-50, que les chirurgiens dentistes sont essentiellement dans l'exercice libéral, alors que les sages-femmes, à l'inverse, sont principalement des personnels salariés des établissements de santé. Les professions paramédicales sont représentées essentiellement, parce que c'est la catégorie de loin la plus nombreuse, par les infirmiers et infirmières. Il y en a 450 000 en France, et la plupart sont salariés d'établissements de santé. Viennent ensuite les masseurs kinésithérapeutes, 60 000 environ, et là, majoritairement, c'est des professionnels à exercice libéral. Les manipulateurs radio sont tous salariés puisqu'ils exercent forcément au contact d'un médecin radiologue, soit privé, soit en établissement de santé, et sont donc salariés soit du médecin radiologue, soit des établissements de santé. Les opticiens sont plutôt salariés, les podologues sont plutôt libéraux, et si on regarde l'ensemble des autres professions paramédicales, la majorité est à exercice salarié, et c'est surtout des métiers que l'on trouve dans les établissements de santé. Voyons maintenant comment est organisé l'exercice libéral de la médecine. Les médecins à exercice libéral sont liés par une convention nationale avec l'assurance maladie. Cette convention date de 1971. Elle est négociée périodiquement et entre les syndicats médicaux et les caisses, c'est-à-dire les syndicats, le patronat et l'État, donc il y a trois acteurs, syndicats médicaux, caisses, État, qui vont, ces négociations sont un contrat réciproque qui lie le médecin à exercice libéral avec l'assurance maladie, et ce contrat porte sur le tarif des prestations médicales, sur des engagements de maîtrise de dépenses de santé et sur la couverture sociale des médecins. Parce qu'un médecin, ça peut être malade et ça a aussi besoin d'une couverture sociale qui comprend d'ailleurs, on le verra dans un cours suivant, les retraites et l'ensemble des prestations sociales. Selon le contrat qui est passé entre un professionnel de santé et l'assurance maladie, on définit trois secteurs. C'est-à-dire qu'il y a trois niveaux d'engagement du médecin vis-à-vis de l'assurance maladie. Premier niveau d'engagement correspond à ce qu'on appelle le secteur 1. Il y a 70% du corps médical d'exercice libéral qui a ce statut. Dans ce contrat, la sécurité sociale couvre les besoins sociaux du médecin, c'est-à-dire assurance maladie, caisse de retraite, allocation familiale. Mais, en contrepartie, le médecin s'engage à ne percevoir que des honoraires
au tarif conventionnel. Donc le médecin applique strictement les tarifs des actes médicaux tels que définis par la Convention, et entre contrepartie, la sécurité sociale assure sa couverture sociale personnelle. Dans le secteur 2, le contrat est un peu décalé. Là, il y a à peu près 30% de médecins qui sont secteur 2. Ils acceptent d'avoir moins d'avantages sociaux, c'est-à-dire qu'ils sont obligés là de cotiser personnellement beaucoup plus pour leur retraite et pour leur assurance maladie. Mais en contrepartie, ils ont l'autorisation de facturer librement leurs honoraires, c'est-à-dire de faire payer le prix qu'ils veulent, sachant que les patients, eux, sont remboursés au tarif conventionnel. Par exemple, pour une consultation de médecine générale qui est aujourd'hui de 20 €, dans le tarif conventionnel, un médecin de secteur 2 peut demander 30 €. Mais le patient, lui, sera remboursé sur la base du tarif conventionnel, c'est-à-dire sur la base de 20 €. La différence, elle est à sa charge, à moins que sa mutuelle ou une assurance complémentaire prenne en charge ce dépassement d'honoraires. Mais là, ça va dépendre de l'équilibre prime-remboursement dans le contrat conclu avec l'assurance complémentaire. Enfin, il faut signaler qu'il existe un tout petit nombre de médecins qui sont non conventionnés, c'est-à-dire qui n'ont pas de lien formel, ils n'ont pas passé de contrat avec l'assurance maladie. Ils n'ont donc pas de couverture sociale, il faut qu'ils cotisent eux-mêmes dans des systèmes de protection sociale privée, et il n'y a pas de remboursement de leurs actes aux patients. C'est-à-dire que là, on est dans une relation de type purement libéral. Pour terminer, je voudrais essayer de voir les grandes évolutions de notre système de santé français. Évolution actuelle et puis évolution future prévisible. Manifestement, nous passons d'un système socialisé, c'est-à-dire géré par l'assurance maladie, à un système planifié, c'est-à-dire géré par l'État. On voit en effet depuis les 10 ou 20 dernières années une augmentation de la tutelle de l'État sur le système de soins, État qui fixe les dépenses de l'assurance maladie, qui contrôle la démographie des professionnels de santé, fixe les règles d'exercice des professions de santé dans les établissements, mais aussi en exercice libéral, décide de l'implantation des activités en termes de lits et des équipements lourds sur le territoire, que ce soit dans les établissements publics ou dans les établissements privés, et alloue les budgets des hôpitaux publics et privés. Par ailleurs, on voit se mettre en place un mode de tarification uniforme pour les établissements publics et privés. Auparavant, il existait deux modes différents de tarification qui d'ailleurs avantageaient nettement les hôpitaux privés, et on s'oriente vers un mode de tarification identique qui sera
la tarification à l'activité, c'est-à-dire qu'un établissement sera financé sur la base du nombre de patients et de pathologies qu'il aura pris en charge dans l'année, avec un tarif variable selon le problème de santé qu'avait le patient. Enfin, on voit se mettre en place progressivement un encadrement de l'offre de soins ambulatoires. On évolue vers une filière de soins de par la mise en place du concept de médecin traitant, le passage d'un patient par le médecin traitant étant fortement recommandé et entraînant pour le patient un certain nombre d'avantages financiers. Mise en place prévue d'un dossier médical individuel, informatique, qui facilitera le suivi médical du patient. Et enfin, un certain nombre de contraintes sur les prescriptions, sur les pratiques médicales et un certain niveau de surveillance de l'offre de soins ambulatoire. Tous ces éléments relèvent de la mise en place d'une régulation de plus en plus active du système de soins, dont on verra dans un cours suivant qu'elle est liée à des problèmes d'augmentation insuffisamment contrôlée de nos dépenses de santé.